comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des différentes étapes que nous avons faites dans la préparation de ce 50e, y compris ce que nous avons, notre questionnement et les réponses qui nous ont déjà été données de la part de ceux qui ont participé au débat au mois de mars. Alors je vais essayer d'être, pour faciliter l'interprétation, je vais essayer d'être relativement, d'aller lentement pour vous lire, dans le fond, le résultat de notre travail. On a encore à définir un titre exact, mais le titre pourrait être « Une nouvelle coopération pour un développement qui promeut la vie ». Nous, les participants à la rencontre organisée à Genève les 15, 16, 17, 18 et 19 octobre par le Mouvement de la coopération internationale, qui célèbre son 50e anniversaire, avons décidé de rendre public le résultat de nos travaux. Il s'agit pour nous de contribuer à l'amélioration de la coopération internationale pratiquée par les organisations de la société civile. Nos constats: la domination privée. Au cours de ce dernier demi-siècle, à la domination exercée précédemment par plusieurs États européens, s'est ajoutée la domination privée exercée par de grands groupes économiques multinationaux. Même lorsque les acteurs ont surgi sur les scènes politiques nationales en opposition à cette réalité, une fois au pouvoir, ils ont succombé à la logique du capital. Ces groupes économiques multinationaux utilisent à leur profit des pratiques fiscales, souvent douteuses, pour échapper à l'impôt dans les pays où ils exercent leurs activités. Ces pratiques réduisent les ressources nécessaires à de nombreux pays pour assurer une vie digne à leurs habitants. Le secret bancaire et autres mécanismes fiscaux, comme les possibilités offertes d'évasion fiscale pratiquées en Suisse et dans d'autres parties du monde, ont pour conséquence de réduire les ressources nécessaires à de nombreux pays pour améliorer le niveau de vie de leur population. Ces pratiques facilitent le développement de la corruption qui, elle aussi, porte atteinte au développement de nombreux pays. Les marchés internationaux, notamment celui des matières premières et des produits de base, échappent au contrôle des pouvoirs publics nationaux. Trop souvent, les pays producteurs ne reçoivent pas la juste rémunération de leur production. De nombreux paysans et travailleurs de par le monde vivent dans la misère. À de nombreuses reprises, le Fonds monétaire international et des banques privées, pour résoudre des problèmes d'endettement, ont imposé des politiques d'ajustement structurel, souvent des privatisations, entraînant des crises économiques qui rendent les pays dépendants et ont des conséquences dramatiques pour leur population. Ces pratiques affaiblissent la démocratie dans de nombreux États. Elles réduisent les capacités de la population à être le sujet de son propre destin. Dans certains cas, les États vont jusqu'à criminaliser la protestation sociale. Le modèle dominant de développement. Le modèle dominant de développement économique entraîne une détérioration de la qualité de vie de la planète. Les changements climatiques en sont l'un des signes inquiétants. Le développement dit durable cache souvent un développement insoutenable dans le temps. Ce modèle de développement met en cause l'existence même de nombreux peuples autochtones, particulièrement quand leur territoire recèle des matières premières ou des sources d'énergie présentant un intérêt économique. Pour ce modèle dominant, les peuples autochtones et les populations traditionnelles représentent la dernière barrière à abattre. Ce modèle de développement tend à accentuer le manque de reconnaissance de la femme comme sujet politique, social, culturel et économique. La société civile, au sud comme au nord, au fil des années, on a pu constater l'émergence d'organisations et d'initiatives de la société civile
susceptible de répondre aux besoins vitaux de la population et de défendre ses intérêts et, par là, de concourir au bien commun. Ces organisations de la société civile constituent une pièce maîtresse de la démocratie. Elles sont, dans leur propre pays, les premières porteuses de la promotion et de la défense des droits économiques, sociaux, culturels, politiques et environnementaux de la population et des droits collectifs des peuples autochtones. La coopération au développement des ONG du Nord. Dans le Sud, elle a permis à de nombreuses personnes, groupes et ONG de mettre en œuvre des projets, d'entreprendre des actions permettant à des populations plus ou moins nombreuses d'améliorer leurs conditions de vie. Cependant, quand cette coopération est fragmentée, quand il y a une multiplication non cohérente des projets, ce n'est pas parce qu'il y a de nombreuses ONG étrangères dans un pays que cela entraîne un changement social pérenne, susceptible de rendre inutile le financement de projets par la coopération internationale. Deuxième partie du texte, ce que nous voulons. La reconnaissance des ONG du Sud. La pleine reconnaissance de l'existence des organisations de la société civile du Sud est leur rôle essentiel pour apporter le changement social susceptible de répondre aux besoins économiques, sociaux et culturels de chaque peuple. Cela a pour conséquence de développer un partenariat d'égalité entre ONG du Sud et du Nord. Cela a des conséquences jusque dans la présentation des projets, par exemple. Le changement social pour le bien commun entre difficilement dans un chronogramme. Il est souvent le résultat d'un long travail soumis à de nombreux aléas. Les associations qui, dans leur programme d'action, vivent ce changement social doivent avoir les moyens en personnel et en matériel pour assurer la continuité de leur action. Elles doivent être soutenues dans la durée. Les peuples autochtones. Dans leur grande majorité, les peuples autochtones ont une relation pleine de respect, d'harmonie et d'équilibre avec la terre-mère. Le renforcement des identités ethniques et culturelles est très important. Les territoires indigènes sont de véritables sanctuaires de vie dans leur diversité spirituelle et biologique. Mais les peuples autochtones sont touchés de plein fouet par le modèle dominant de développement. Ce modèle porte atteinte à leurs territoires ancestraux, les montagnes, les glaciers, les forêts, les fleuves, les rivières. Pourtant, l'existence de ces peuples constitue un signal fort pour l'humanité tout entière. On leur reproche d'empêcher le développement, on criminalise leurs protestations, on militarise leur territoire, on réduit leurs droits. Ils continuent toutefois à lutter pour leur vie et la défense de leurs droits. Ces derniers, bien que reconnus par des lois et des instruments juridiques nationaux ou internationaux, sont insuffisamment appliqués. Le soutien à leurs revendications est d'importance capitale. L'économie solidaire. L'économie solidaire est un projet politique différent du modèle dominant de développement économique. Elle place l'être humain au centre de l'économie, pas seulement en ce qui concerne les biens et services utiles et de qualité qu'elle offre, mais aussi par la manière de produire, de consommer, de commercialiser, de pratiquer la finance, notamment en autogestion, et quand elle promeut un développement soutenable, respectueux de l'environnement. Dans cette dynamique, la mesure du développement ne peut se faire seulement au travers d'indicateurs économiques, mais doit prendre en compte d'autres dimensions d'ordre sociopolitique, éthique et culturel. La formation. Les mécanismes qui engendrent la précarité et l'exclusion sont complexes. Vouloir la pleine participation de la société civile pour un développement centré sur l'humain suppose une formation continue, de qualité et adaptée à chaque population. Le but et la base de tout processus de formation doivent être le développement de l'estime de soi des participants
à partir du respect et de la valorisation de leurs expériences, connaissances, langues et cultures. Ce modèle de formation est celui qui doit être reconnu et soutenu par les pouvoirs publics et la coopération internationale. La coopération des ONG du Nord. Les ONG du Nord, si elles veulent être pleinement solidaires des ONG du Sud, doivent combattre dans leur propre pays les mécanismes par lesquels les ressources financières qui permettent de subvenir aux besoins de la population du Sud ont un refuge complaisant sur des comptes bancaires qui ne profitent qu'aux fraudeurs. Surveiller et, le cas échéant, dénoncer les pratiques des entreprises qui portent atteinte au bien-vivre des peuples. Appel aux ONG et aux collectivités publiques du Nord. Nous appelons les ONG du Nord et les collectivités publiques à soutenir les projets et programmes des ONG du Sud qui, premier tirette, se mettent en réseau avec d'autres acteurs pour proposer, promouvoir, accompagner des politiques publiques. Deuxième tirette, favorise la mise en œuvre de droits reconnus susceptibles de bénéficier à une population beaucoup plus large que les bénéficiaires initiaux des projets. C'est ce type d'action de changement social que la coopération doit appuyer en priorité. Une fois abouties, ces dynamiques rendront alors les financements sans objet pour mettre l'accent sur d'autres types de solidarité. Cette pratique de la coopération doit se faire dans la longue durée. Les associations du Sud qui ont de tels objectifs doivent être soutenues non seulement pour les aspects concrets de leur programme, mais aussi pour leur vie démocratique, leurs besoins en personnel et en matériel. C'est le changement de pratique que nous souhaitons. Genève, le 19 octobre 2012.